Auto-employeur ou fonctionnaire, quels sont les enjeux de l'un et l'autre? C'est la nouvelle thématique que je discute aujourd'hui avec le docteur Odom Ongon, enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour docteur Odom et merci d'être au rendez-vous à nouveau. Bonjour également à nos internautes qui nous suivent. D'ailleurs, nous attendons vos points de vue sur la thématique dans les commentaires. Alors, docteur Odom, dans le premier épisode de nos conversations, nous avions discuté de la place qu'occupe le diplôme dans la recherche de l'emploi. Nous allons continuer aujourd'hui cette conversation, mais nous allons surtout nous intéresser à l'entrepreneuriat versus le salariat et plus précisément le fonctionnariat, puisque les fonctionnaires font partie de la catégorie des salariés. Première question, est-il préférable d'être auto-employeur ou d'être fonctionnaire? Bonjour, merci pour cette énième rencontre. Je dois rappeler que c'est un échange qui s'inscrit dans une volonté non seulement de démystifier le diplôme, mais aussi de rappeler à la jeunesse africaine qu'ils sont issus d'un continent qui a la chance de regorger de tellement de richesses et de possibilités. C'est dans ce sens que nous avons décidé d'initier cette conversation pour que l'on étaye un peu plus les lanternes de ceux et celles qui ne savent pas à quel sens se vouer lorsqu'ils ont un diplôme en main et qui ne savent pas par où commencer. Pour répondre à votre question, je pense que c'est une question d'expérience. À titre personnel, jamais je n'encouragerais un jeune Africain, une jeune Africaine aux portes du marché du travail de se contenter essentiellement d'aller regagner ou d'aller gagner les couloirs ou, on va dire, l'effectif d'un ministère. Parce qu'en fait, le fonctionnariat a une capacité de dézinguer l'énergie d'un jeune en plein envol. Je pense qu'il y a tellement d'autres opportunités. Le fonctionnariat est une façon peut-être de créer encore trop de catégories et tellement de bureaucratie. Moi, je serais plutôt partante pour qu'autour de soi, on voit ce qui est possible de faire. Je prends un exemple banal à titre personnel. Je dis souvent aux parents qu'il n'est pas du tout motivant ni encourageant de démotiver les jeunes ou leurs enfants à avoir une sensibilité artistique. Souvent, il y a plusieurs parents, lorsque leurs enfants vont commencer l'université, peut-être par erreur, ils tentent souvent à leur demander, par exemple, de ne pas s'adonner à de la musique, de ne pas dessiner. Oui. En fait, en réalité, on doit stimuler la créativité sur les jeunes. Cela permettra, après, lorsqu'on a un diplôme, de savoir rebondir et de voir au-delà de sa formation ce qui est possible de faire. Alors que la musique aussi, quand on le fait sérieusement aussi, ce n'est pas un saut métier. Effectivement. C'est qu'en fait, on a beaucoup de clichés vis-à-vis de certains métiers, alors qu'en réalité, on peut avoir un master en droit et être l'avocat de son métier de musicien, par exemple. Il y a tellement de possibilités. Ce que j'encourage essentiellement à faire, c'est surtout de créer des poches d'interdisciplinarité. On ne fait plus des formations fermées. On tend à avoir des formations ouvertes qui permettent toujours que l'on puisse se croiser et qu'il y ait vraiment une imbrication entre un métier et un autre. Alors, docteur Odom, ça veut dire que les jeunes qui se bousculent aux portes des ministères pour introduire leur dossier en vue d'être recrutés, ils ont tout faux? Alors, je ne penserais pas qu'ils ont tout faux. On ne fait que suivre ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et on essaie d'imiter que les aînés parce que c'est ce qu'ils ont comme opportunité ou solution. Mais je pense qu'il y a tellement d'autres possibilités. En fait, quand je dis que j'encouragerais les jeunes, par exemple, à être très créatifs, c'est surtout pour rappeler qu'au-delà de la fonction publique, il y a d'autres endroits où on pourrait s'émouvoir, se déployer encore et se mouvoir. Je connais un jeune Camerounais, d'ailleurs très connu sur les réseaux sociaux, qui a à son actif 2 masters, figurez-vous. Il n'avait rien à voir, il n'a pas eu de formation en restauration. Le voici devenu aujourd'hui une figure de référence au niveau de l'Afrique francophone. Il est invité dans plusieurs pays pour pouvoir faire des banquets et organiser des mariages dans la sous-région grâce à son, disons, son penchant ou sa passion pour la cuisine. Il est devenu aujourd'hui un grand restaurateur. Qui n'a rien à voir avec sa formation initiale. Et ce qui n'a rien à voir avec sa formation initiale. Je vous prendrai encore un autre exemple, et là, cette fois, issu d'un exemple très proche de quelqu'un de vraiment très très proche à moi. Il y a quelques années, il a obtenu un master. Enfin, aujourd'hui on appelle master, il a eu à l'époque un DSS en droit, en sciences juridiques.
Et il rentre dans son pays, il est recruté au ministère des Mines. Le voici devenu des années plus tard l'un des architectes, pour ne pas dire l'architecte du code minier de son pays. Devenu aujourd'hui un expert en droit minier, il a juste compris en fait qu'il pouvait travailler n'importe où. Et que ce n'est pas parce qu'il avait un diplôme en droit qu'il fallait absolument chercher à être avocat ou travailler au barreau ou être au ministère de la Justice. Et pourtant, à travers son expertise en droit, il se retrouve à être un élément clé du ministère des Mines au point de devenir l'un des artisans du code minier de son pays. Très bien. Donc, pour ceux qui nous suivent, ça veut dire qu'on peut être, en résumé, son propre avocat, son propre économiste, son propre juriste, c'est cela? Absolument. Ce que je voudrais surtout inciter les jeunes à faire, c'est de savoir en fait qu'avec un diplôme, on a une possibilité de rebondir et de pouvoir repenser autour de soi ce qui peut se faire. Alors, vous êtes recruté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, justement. Comment vous y êtes entré, sachant que vous êtes venu d'une autre région, la communauté des États de l'Afrique centrale, qui ne fait pas partie de la CEDEAO? Tout à fait. Oui. Alors, rappelez, et toujours à l'avantage de la communauté africaine de façon générale, qu'en fait, à la création de l'université de Dakar, elle est créée comme un pôle scientifique africain. Donc il n'y a vraiment pas de restriction en termes de nationalité. Donc l'ambition initiale était celle-là, de pouvoir capitaliser, de pouvoir capter toutes les intelligences panafricaines, on va dire, hein, et qui étaient capables ou disposés à pouvoir partager leur savoir au sein des espaces de savoir, en l'occurrence l'université. Et en cela, je crois aussi que cette situation a fait en sorte qu'aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop devienne quand même un exemple à l'international, il faut le dire. Non seulement il y a eu beaucoup de personnes de renom qui sont passées par l'université en tant qu'étudiants, mais il y en a aussi qui sont passés ici en tant qu'enseignants et qui sont devenus des références à l'international. Donc c'était pour dire en fait que lorsque je suis recrutée, je ne suis pas recrutée comme étrangère au Sénégal. Je suis recrutée comme une scientifique africaine, disposée à partager son savoir à des compatriotes et à des citoyens, on va dire, africains. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis recrutée. Évidemment, il y a des critères, il y a un appel à candidature, il y a des étapes à respecter. Et il faut dire aussi que c'est très compétitif parce qu'il y a quand même plusieurs étapes avant d'être définitivement recruté. Docteur Odom, quelque part quand même, est-ce que être dans la fonction publique, ce n'est pas quand même sécuriser son emploi? Alors, la question de la sécurisation de l'emploi a malheureusement la capacité de faire en sorte que vous ne sachiez pas de quoi vous êtes capable, vous-même en fait. Ça vous limite. Voilà, ça vous limite en fait, parce que lorsqu'on est jeune, encore une fois, je veux rappeler que le continent africain a l'opportunité d'être dans un continent de jeunes. Et ailleurs, être jeune est une aubaine et une opportunité. Et donc, être jeune, c'est avoir la capacité de créer, de penser, de voir le vide et de pouvoir le combler. Je prends un exemple banal, beaucoup de gens vous disent « oui, mais c'est vrai, mais comment je fais pour voir et pour créer quelque chose ?» Tenez-vous bien, lorsque vous êtes un consommateur ou une consommatrice, rappelez-vous que ce qui vous manque aussi à d'autres personnes. Et donc, si vous remarquez par exemple qu'il y a un service qui ne vous satisfait pas, et vous vous rendez compte par exemple qu'il y a une qualité de service qu'on vous offre et qui n'est pas vraiment dans ce que vous attendez, si vous voyez qu'il y a un produit qui vous manque, sachez qu'il manque aussi à d'autres personnes comme vous. Et donc, l'idée, c'est de savoir créer. Je prends encore un autre exemple, toujours en Afrique. Un jeune diplômé de formation en sciences éco, il rentre dans son pays et il remarque en fait qu'il y a des difficultés dans l'écoulement des ordures. Et puis un jour, il commence à demander, moyennant de modiques sommes de 200 francs CFA, si les personnes qui sont âgées ou qui ont des difficultés à se déplacer voudraient peut-être louer sa ressource humaine, donc sa main-d'œuvre marchande. Et donc, de maison en maison, il va commencer à aller récupérer des ordures qu'il va épouler, et donc, moyennant une modique somme de 200 francs. Imaginez-vous le nombre de maisons qu'il a pu arpenter. Aujourd'hui, il a créé une structure en termes, dans le domaine de l'écoulement des ordures et de tout ce qui est assainissement de la ville. C'est pour dire en fait qu'on peut tout faire. On peut faire tellement de choses parce qu'il y a encore tout à faire en Afrique. Il y a tout à faire et les exemples, il y en a à foison aujourd'hui. Parler d'auto-emploi, c'est parler d'entrepreneuriat. Tout à fait. Mais l'entrepreneuriat, ça nécessite quand même des sacrifices, la prise de risques. Alors, pensez-vous que beaucoup de jeunes Africains sont prêts à prendre des risques d'entreprendre? Bon, alors, je crois que n'importe qui peut prendre un risque lorsqu'elle sait ou qu'il sait qu'elle va réussir. Personne ne veut échouer. Mais la prise de risque, c'est aussi une culture, il faut le dire. Parce que si depuis qu'on est enfant,
on apprend les jeunes à avoir la culture de l'argent, se dire en fait qu'on peut au sortir de là avoir son initiative. Petit à petit, en fait, moi quand j'étais enfant, je prends un exemple banal, on avait souvent l'habitude de vendre des gâteaux, vendre des toffets, des bonbons. C'était déjà une culture implicitement de l'entrepreneuriat en fait. Il suffit seulement de récupérer ces choses que nous faisions de façon anodine et se rendre compte en fait qu'il faut continuer à stimuler les jeunes à initier des choses, à entreprendre des choses pour juste se lancer. Et puis après aussi, il faut être humble lorsqu'on commence, savoir prendre le temps d'apprendre et savoir aussi partir de peu. C'est pourquoi je veux peut-être pas m'insurger, mais rappeler aussi qu'on ne peut pas non plus former une jeunesse africaine à partir de la guignolisation de leur vie. Il ne suffit pas d'avoir un téléphone portable, se mettre devant la caméra et faire le pitre la journée pour réussir. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, beaucoup de gens sur les réseaux nous font croire en fait que c'est facile de réussir et qu'il suffit de devenir un comédien. En fait, je n'ai rien contre les comédiens, mais on ne peut pas créer un continent rien que de comédiens en fait. Parce que pendant qu'on crée des comédiens et que l'on rigole à longueur de journée, qui va sécuriser les ressources naturelles? Qui va sécuriser nos intérêts? Qui va sécuriser nos systèmes éducatifs en fait? Donc, il faudrait que l'on crée des gens avec des profils divers et variés. Surtout que l'on conscientise la jeunesse africaine parce qu'il y a tellement d'enjeux, tellement de ressources, tellement d'opportunités et tellement de choses pour lesquelles nous devons être conscients que notre continent, il faudra absolument le protéger, former des gens conscients, des patriotes qui savent défendre leurs intérêts. Alors, si je comprends bien ce point, c'est que vous désolez de ce que certains utilisent le numérique comme un outil de distraction, non pas un outil d'apprentissage, de formation et d'opportunité. Je me désole de ce que plusieurs personnes ayant une visibilité actée, pouvant donner des discours, diffuser des discours qui conscientisent la jeunesse, se livrent plutôt à encourager la débauche et se livrent aussi à encourager la facilité, en leur faisant croire en fait qu'il suffit d'avoir un téléphone portable, d'être drôle pour réussir sa vie en fait. Parce qu'on peut tellement faire beaucoup d'autres choses. Surtout en plus, on a non seulement l'avantage d'avoir une population de jeunes, mais cette jeunesse est aussi notre plus grand écueil. Parce que lorsqu'on est jeune, on est un peu insouciant. Et on n'est pas conscient de nos actes qui peuvent nous rattraper à l'heure du numérique. Parce que la plupart des actes que nous posons de façon insouciante nous rattrapent malheureusement. Absolument. Voilà, c'est pourquoi il est important de ne pas... Sans que toutes les traces restent sur le web. Tout à fait, de nos jours, on a, nous, je vais dire, nous qui sommes nés avant les années 2000, on a eu la chance de naître à une époque où la vie, l'intimité, la vie privée avait encore son sens. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone portable. À son insu, on est filmé, on expose la vie des gens sur les réseaux et ça peut, de façon très sérieuse, compromettre votre avenir. Alors, à contrario justement de ces gens qui font les pitres sur les réseaux sociaux, on a quand même une myriade d'autres qui sont des entrepreneurs et qui montrent des exemples, qui forment les autres, qui donnent des conseils. Tout à fait. Oui. C'est l'avantage justement. Mais je veux dire, malheureusement, de nos jours, le culte du buzz a une capacité de invisibiliser ces autres personnes qui font de belles initiatives, heureusement d'ailleurs. Et c'est pourquoi il faudrait qu'on fasse diffuser d'autres discours, d'autres messages, pour que les jeunes sachent en fait que cette opportunité qu'ils ont de visibilité, un téléphone portable, peut leur donner du travail en fait. Je prends même un exemple banal. Lorsqu'on est à la recherche de du travail, on peut commencer à diffuser son CV en ligne, proposer ses services en ligne, voir ce qu'on peut faire, dire dans quoi on veut travailler. J'ai vu beaucoup de gens qui l'ont fait et qui ont pu trouver du travail. C'est pour dire que selon ce que l'on en fait, l'usage du numérique peut être positif ou au contraire nous compromettre à jamais. Docteur Odom, je vous laisse conclure. Merci encore pour cette énième opportunité qui m'est donnée. Non seulement rappeler à la jeunesse africaine que lorsqu'elle est diplômée ou lorsque cette personne est détentrice d'un parchemin, il faudrait se rendre à l'évidence qu'on a l'opportunité d'être issu d'un continent d'une cinquantaine de pays. Je pense qu'on en a 54. Voilà. Et donc ne pas se limiter à son pays de résidence. Moi je suis originaire du Gabon. Aujourd'hui je me trouve en train de travailler professionnellement au Sénégal et je me sens tellement bien au Sénégal. Le Sénégal est un pays agréable, il faut le dire quand même. Et donc, au-delà des opportunités qui bloquent peut-être dans nos pays respectifs,
on peut peut-être aussi rebondir ailleurs et se retrouver très bien à Dakar en train de vivre et en train de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé faire. C'est en cela que j'invite toujours les Africains de façon générale et de façon spécifique la jeunesse à pouvoir déplafonner leur propre imaginaire. Parce qu'en fait, lorsqu'on vit, je pense, en général, on vit beaucoup plus avec des barrières invisibles qui nous empêchent de voir autour de nous les opportunités qu'il y a au sein d'un continent tellement riche et varié. Et je le dis toujours, l'avantage de l'Afrique de l'Ouest, c'est la capacité quand même de pouvoir se déplacer avec juste une pièce d'identité nationale. C'est une opportunité pour beaucoup de jeunes. Donc, il faudrait aller au-delà de nos frontières géographiques d'un point de vue politique. Il faudrait aller et tuer ce mythe par rapport aux frontières à l'intérieur desquelles nous vivons, d'un pays à un autre. Et qu'on apprenne à nous regarder d'abord comme frères et sœurs et non comme des ennemis, parce qu'en fait, le continent africain, à l'origine, n'était pas forcément cloisonné par rapport aux frontières à l'intérieur desquelles nous vivons aujourd'hui. Très bien, justement.